Danse, s'il vous plaît. Annie Ponce, présente. Thierry Palport, et le pauvre, il a une potentialité immobilisée, donc il m'a donné son pouvoir. Benjamin Dervieux, présent. Roselyne Turbet, présente. Brigitte Sos, Présente. Marc Verdier, Nicole Foirac, Jean-François Brigue, Annie Valéjo, Irma Del Pozo, Niki Guilbault, Bernard Vince, Cathy Durand, Benjamin Rance a fait un pouvoir à Nicole Foirac, Jean-Luc Brigil a fait un pouvoir à Niki Guilbault, Fabienne Martinez-Casapat, pouvoir à Annie Ponce, Jean-Michel Saint-Ignan est absent, François Barlan ne va pas tarder à arriver, je pense. Sandrine Luttard a donné le pouvoir à Cathy Durand et Pauline Dupuis à Jean-François Brique. Ensuite, nous avons Henri Lagarrigue qui a donné le pouvoir à Julia Amra. Julia Amra, Frédéric Bernard, présent. Stéphane Pijat. C'est Nicole qui a son pouvoir. Et donc, on suppose qu'il va arriver. Pour l'instant, lui aussi, il a accéléré comme absent. Nicole Alain, donc absente. Et Jean-Pierre Fartois a donné pouvoir à Madame Chartier. Et Madame Chartier, donc, est présente. Merci. Si vous pouviez fermer la porte, là. Donc, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir démarrer ce conseil. On montre à l'arrivée de François Barlan. Merci, bonjour François. Alors, bien, j'espère que tout le monde a pris le temps de bien lire les panneaux. Ils ont été photographiés, c'était le but. Je vais simplement rappeler que toute expression est uniquement réservée aux élus lors d'un conseil municipal. Donc, ce panneau ne me dérange absolument pas. Simplement vous dire que le projet AM est un projet porté par l'État, annoncé par le président de la République lors du Sommet Chose. Je pense qu'il faut peut-être s'adresser aux bonnes personnes quand on manifeste, pour essayer d'avoir quelques résultats, en admettant qu'il puisse y en avoir, suivant ce que veulent les uns et les autres. Redire la position de la ville de Parampure, qui est, je l'ai dit plusieurs fois, qui est très attentive à ce projet, dont elle a une connaissance en même temps que les habitants de Parampure et de Blanquefort. Dire que ce projet est un projet qui mérite toute notre attention. Et c'est pour ça que le porteur de projet vient faire des réunions, explique, modifie son projet au fur et à mesure, puisqu'effectivement, il y a un risque important pour l'environnement. Uniquement, c'est un risque puisque les sels de sulfate sont miscibles dans l'eau. Donc c'est ce risque-là, il n'y a pas de risque d'explosion, d'incendie et autres, comme dans tout bâtiment, je dirais, rien de moins et rien de plus. Donc quand on est élu, il faut regarder, avant de prendre une décision, regarder et attendre d'avoir toutes les analyses, ce qui n'est pas encore le cas. Les analyses seront terminées lorsque le permis sera déposé. Je n'ai pas la date, l'autre jour le porteur de projet a dit certainement en octobre ou en novembre. À ce moment-là, il y aura enquête publique. Dire qu'aussi, une fois qu'on a parlé du côté environnemental sur lequel nous sommes tous très sensibles, dire qu'il faut aussi regarder le côté économique et les retombées pour la ville de Parampure. Et c'est en fonction de ça que la ville, si on nous demande son avis, ce qui n'a pas été fait pour l'instant, légalement, on n'a pas à demander, l'État ne demande pas l'avis de la ville. Donc, pour l'instant, on est comme tout le monde, on fait des réunions, on a des rencontres, à la fois avec Bordeaux Métropole, à la fois avec les services de l'État et le porteur de projet,
pour essayer d'avancer et d'avancer le mieux possible. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nous allons commencer cette séance. Secrétaire de séance, si vous voulez bien, Bernard Vince. D'accord? Une ou deux infos. Une bonne nouvelle, puisque ça arrive, les bonnes nouvelles. Nous avons l'avis, alors j'ai toujours les lettres dans le désordre, l'avis du Conseil national de la protection de la nature, vous voyez, ça tombe bien, concernant notre piste cyclable que nous attendons quand même depuis 2013. Nous avons un avis favorable, ce qui veut dire que le planning des travaux va bientôt être fait, et normalement, j'attends le planning, je ne vous donne pas une date ferme là, puisque je n'ai pas, le planning n'est pas fait, mais les entreprises sont retenues, ça devrait démarrer aux alentours du mois de février. Donc enfin, c'est une bonne nouvelle. La deuxième information que je vous souhaitais vous donner... Est-ce que vous pouvez préciser quel morceau de piste cyclable? Ce qui manque sur Blanquefort. Nous attendons pour aller à la piscine, pour aller les établissements scolaires. Voilà. On y travaille, mais vous savez comment ça se passe. Il y a des études 4 saisons. Les services de l'État ont demandé les études 4 saisons. Et puis voilà. Donc, mais on arrive au bout du tunnel et avec un avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, nous allons pouvoir faire ces travaux de quelques mètres en fait. Deuxième info que je voulais vous donner, c'est le calendrier des travaux pour la rue de l'Heure-de-Grand. En remerciant Annie Ponce de l'œil qu'elle a sur ce dossier. Un œil très précis et très attentif aussi. Commence aujourd'hui le 23, on commence l'enfouissement réseau basse tension et l'éclairage public qui est à la charge de la ville et l'assainissement qui est à la charge de la métropole et de la Savoie. Ensuite, en novembre, vous aurez les dévoiements du réseau de gaz. L'enfouissement des réseaux médis suivront, ils seront en même temps. C'est toujours très compliqué les travaux avec les entreprises, donc en septembre, décembre, jusqu'à décembre 2024. Et enfin, nous terminerons par l'aménagement de la voirie et des trottoirs à partir de février 2025. Donc ça, c'est la tranche 2. Il y a eu la tranche 1 depuis la départementale jusqu'à la voie ferrée. La tranche 2, c'est la voie ferrée jusqu'à la rue Félix-Jean. Oui. Marcel Belsin. Et après, évidemment, il y aura la tranche 3. Je rappelle le coût global de ce projet qui est de 8 millions, dont 1,5 million à la charge de la ville pour l'enfouissement des réseaux. Donc vous avez eu les affaires traitées en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Mais avant, si vous voulez bien, nous allons adopter le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Pas de questions? Je le mets aux voix qui est pour. Unanimité, je vous en remercie. Donc, les affaires traitées en vertu de l'article L2122-22 du Code des collectivités territoriales, c'est les affaires du 2 juillet au 23 septembre 2024. Nous estimons que vous les avez eues. Pas de problème sur ce dossier, je vous en remercie. Oui, Madame Chartier. Oui, j'avais une question concernant la décision 40, concernant le titre, l'engagement de la commune au titre de la responsabilité civile. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Un arbre qui est tombé sur la voiture. Merci. Nous allons poursuivre avec l'avis de la commune sur la procédure d'évaluation du plan local d'urbanisme 3.1. C'est moi qui vais vous présenter ce dossier. Une évaluation du plan local d'urbanisme, le PLU, est prévue 6 ans après sa révision par le Code de l'urbanisme. C'est aussi une étape obligatoire préalablement à la révision. Chacun des 28 conseils municipaux est appelé à délibérer pour donner son avis, conformément à la procédure en vigueur. En suivant, Bordeaux Métropole
intégrera la vie des communes et présentera une délibération lors d'un prochain conseil métropolitain. Donc, cette délibération concerne l'avis sur le PLU depuis 2016 jusqu'à 2022. Ce PLU, il repose sur les dispositions de l'article R151.4 du Code de l'urbanisme. Il a fait preuve de beaucoup de modifications par rapport au précédent, qui avait été aussi sur quelques années. Là, vous avez dans le dossier qui vous a été donné les 75 indicateurs qui correspondent aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Ces 75 indicateurs ont été résumés et structurés autour de 6 grandes thématiques. La première thématique, c'est l'habitat et la démographie. La deuxième, c'est la consommation des sols et l'optimisation foncière. Le troisième, c'est la nature et l'agriculture. En 4, nous avons l'environnement. Ensuite, les mobilités. Puis l'économie et le commerce. Concernant la 11e modification, elle a permis d'intégrer les principales évolutions liées au schéma des mobilités. Mais avant, j'ai des petites pages qui sont en désordre. C'est pas très grave. Nous allons commencer par le début. Donc, le premier, c'est l'habitat et la démographie. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, oh, il y a un petit bébé qui gazouille. Comme je vous l'ai dit, ce PLU et cette analyse a été initiée sur 6 ans. Sur 6 ans, il y a eu la construction sur la métropole, je parle de l'ensemble de la métropole, de 9080 logements neufs en moyenne par an. C'est-à-dire que ça nous montre l'attractivité du territoire. Et malgré ce niveau élevé, on n'atteint pas quand même les besoins dont la population qui est sur la métropole peut prétendre. C'est-à-dire que nous sommes vraiment en déficit de logement. Malgré une politique active de développement et de rééquilibrage de l'offre locative conventionnée qui a généré en moyenne 2330 logements conventionnés par an, cela ne permet pas d'atteindre l'objectif de 3000 logements par an inscrits dans le POA Habitat. Portant de ce constat, Bordeaux Métropole a souhaité adapter certains outils au travers de la 11e modification du PLU. En faisant une généralisation des SDS, des servitudes de mixité sociale, entre autres. Sur le premier item, concernant pas remplir. Sur la même période, nous avons 4777 résidences principales, dont 888 logements sociaux, c'est-à-dire 18,61% de logements sociaux, alors que nous devrions être à 25%, puisque commune de plus de 5000 habitants. En 2023, nous avons reçu 397 demandes de logement social, plus 6,7% en un an. Et nous avons répondu seulement à 114. Vous vous rendez compte? On nous en a demandé 397 sur Pas-en-Puire. Et on a pu loger 114 familles. Ces demandes, pour 42%, sont 28% des personnes seules avec un enfant, et pour 42% des personnes seules, retraitées, jeunes en autonomie de moins de 30 ans. Il faut savoir, mais vous le savez, que le logement est une des priorités des Français. Il faut vraiment qu'on s'éloigne des discours qui ternent les populistes et s'éloigner des caricatures aussi. J'entends des propos peu flatteurs, alors qu'on sait que 70% de la population est éligible au logement social. Alors je demande à ceux qui m'entendent de faire attention à ce qu'ils peuvent dire sur les logements sociaux. On a certainement tous un membre de notre famille qui habite dans un logement social. En deuxième item, nous avons la consommation des sols, et la ZAN, bien sûr, qui va venir. Le territoire métropolitain est caractérisé par un équilibre qui est de 50-50 entre espaces urbanisés et espaces agricoles, et ENAF. Les surfaces à vocation agricole, en zonage A, sont relativement stables. Leur éventuelle consommation se situe dans les zones urbaines U ou A urbanisées AU. Entre 2014 et 2020, la population a fait augmenter à un rythme de 6 fois plus élevé que l'artificialisation.
Et l'efficacité foncière liée à l'habitat s'est ainsi améliorée puisque chaque nouvel habitant consomme en moyenne 60 mètres carrés de moins en espace NAF, moins de 42%. C'est très peu par rapport à la moyenne de consommation en France qui est à 80 mètres carrés, voire à 140. Récemment, la 11e notification du PLU a permis de reverser encore 135 hectares de zones à urbaniser en zones naturelles ou agricoles, ce qui contribue à limiter la consommation de l'espace et l'artificialisation des sols. Concernant Parempuire, la consommation des sols, toutes les opérations se sont réalisées sur du foncier privé. Aucune opération ne s'est construite sur un foncier appartenant à la ville, hélas, nous en avons très peu. Depuis 2011, nous avons consommé 3,4 hectares pour construire. La nature et l'agriculture. Les outils du PLU ont permis de ne pas empiéter sur les zones agricoles. À cet effet, l'adoption fin 2022 du projet métropolitain de stratégie de résilience alimentaire et le PET, le projet alimentaire territorial métropolitain, devrait à terme initier des actions concrètes, tout simplement. Ensuite, nous avons l'environnement, avec les risques et les nuisances et les ressources. S'agissant de l'atmosphère, au cours du temps, les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et des transports ont tendance à régresser. La 11e modification a permis d'actualiser les éléments de connaissance du risque d'inondation au regard des nouveaux PPRI, de modifier la règle de la gestion des déchets ménagers en cohérence avec le plan stratégique déchets de la métropole. Les mobilités. Dans le POA, il y a l'intégration et les évolutions liées au schéma des mobilités qui a été voté à la métropole. Les transports collectifs sont en hausse de 24%. Le tram a 18 km de plus, il fait 83 km, c'est le plus long de France. Tram plus bus, c'est 28,8 millions de kilomètres avant le PLU, aujourd'hui c'est 31,8 millions. Et il y a une baisse du trafic routier qui est passé de 59% à 49% en 2021. Concernant Parempuire, les avancées notables, elles, se sont faites à partir de la mise en place de la délégation de service public en septembre 2023. Il y a des améliorations notables. Pardon. L'économie et le commerce. À l'issue des 6 années d'application du PLU révisé, il apparaît que les orientations définies par le PLU pour l'activité économique et commerciale ont été tenues et les objectifs globalement remplis malgré un manque de locaux d'activité. La création d'entreprises et le nombre d'emplois n'ont cessé de croître dans la métropole bordelaise. En matière d'immobilier d'entreprise, 2016 marque un changement d'échelle pour Bordeaux Métropole avec des volumes de transactions de bureaux qui franchissent le cap des 100 000 m² par an, avec un pic en 2019 de 200 000 m². Le marché des locaux d'activité des entreprises, des entrepôts est également dynamique. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire sur le PLU. Et compte tenu de ce qui vient de vous être dit, de vous proposer au vote de décider de prendre acte du débat sur l'analyse des résultats de l'application du PLU, qui était transmise par Bordeaux Métropole, et d'émettre un avis favorable sur l'analyse des résultats de l'application du PLU, aussi transmise par Bordeaux Métropole. En sachant que cette analyse est très chiffrée, c'est très factuel, et c'est simplement cette analyse-là qui vous est présentée. Monsieur Bernard. Bon, moi je vais reprendre un point. Dans votre présentation, il y a 5 orientations, et j'en retiens 2 qui sont très intéressantes pour Parempuire à mon avis. C'est le respect des risques et la préservation des ressources, et la conservation d'un habitat de qualité dans une agglomération croissante. Je ne pense pas que l'arrivée d'elle, je suis désolé, je reviens là-dessus, respecte ces 2 orientations. Une usine Céveso eau dans une zone humide et inondable au cœur d'une zone Natura 2000, à proximité d'un parc naturel du Médoc, me semble inapproprié. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et là, nous sommes alors, moi je veux bien, mais là, le public doit rester silencieux.
Donc là, nous sommes sur une analyse des 6 ans depuis 2016. Voilà. Ce qui est important de dire depuis 2016, c'est que quand même la ville de Parampure a travaillé sur le PLU avec les services de la CUB à l'époque, et que tout Parampure était constructible en R+2. J'ai travaillé avec le service de la métropole. Il ne reste, j'aime à dire avec un clin d'œil, que c'est le triangle d'or de Parampure qui reste en R+2 et que le reste de la commune est en R+1, donc la petite maison de ville, au niveau de la hauteur. Concernant elle, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Hein, on en parlera peut-être en autre moment, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du jour, puisque c'est l'analyse du PLU 2016-2022. D'accord. Madame Lalanne, je n'avais pas vu arriver, j'espère que vous avez noté son arrivée. Pardon, merci. Je vais Baissez le micro, s'il vous plaît. Je vais rebondir un petit peu sur les activités, sur l'analyse que vous avez faite et le rapprocher un petit peu du concret. Alors, vous dites que certains points ne sont pas évoqués dans le plan d'analyse 2016-2022, sauf que cette analyse est prolongée quand même d'une programmation avec des décisions prises en février 2024, donc on ne peut pas les ignorer puisqu'elles nous sont présentées. Il y a une programmation qui a été présentée. Quelles décisions prises en 2024? Alors, je vais les aborder au fur et à mesure. Les points évoqués, je vais les aborder. Mais c'est hors sujet, puisque nous avons jusqu'en 2022. Oui, je vais en parler, mais je vous en ferai l'analyse. Nature et agriculture, je prends les points. Il est mis, dans ce qui nous est dit au 2/2/2024, respect des territoires, ça c'est l'objectif, respect des territoires, anticiper les risques, préserver les ressources. Alors, vous ne voulez pas qu'on vous parle de elle, mais quand même, on va juste en reparler, on va passer la ligne, on va quand même un petit peu en reparler, parce que ça, c'est un exemple ici, mais si on va dans la communauté urbaine, il y a d'autres exemples par ailleurs. Ces engagements existent-ils vraiment lorsque l'on décide l'implantation de cette usine Céveso Plus en zone inondable, ce qu'a dit Frédéric, pour une usine dont on ne connaît pas l'avenir, d'abord, son projet étant régulièrement remis en cause par l'avancée des recherches, l'emplacement de cobalt, entre autres, par les réalités économiques des constructeurs et des consommateurs et par la réglementation qui impose 90% de recyclage en 2030, ce qui réduira le besoin en matières premières. De plus, en plus d'un prix sans cesse croissant, la production de nickel et de cobalt, pointée du doigt par ses conséquences environnementales, sera-t-elle durable? Les élus engageant leurs responsabilités, chacun doit prendre position en ayant une réelle visibilité sur les risques industriels qu'il est important de bien cerner, y compris les plus invisibles. Des dossiers traités à la vitesse grand V par les élus, se disant incompétents, ont pour conséquence les problèmes rencontrés à Meaux et à Toulouse. Vu le silence bureaucratique-politique, nous souhaiterions que soient organisées des rencontres publiques avec des experts avérés, neutres, éventuellement avec l'ADRIR, les ingénieurs des mines, voire les responsables, y compris syndicaux de Sandouville, les associations de protection de l'environnement, par exemple. À ce jour, les informations nous ont été données par des groupes d'acteurs intéressés à des titres divers par ce projet. Actuellement, nous pouvons regretter que l'étude des risques qui nous est présentée soit confinée dans les bureaux des décideurs. L'engagement des responsables d'elle étant de ne pas utiliser l'eau de la Garonne, pourquoi ne pas utiliser les sites déjà classés Céveso, tels que Pauillac, Combarès ou Pas chez moi, pas chez mon voisin. pourquoi pas en Normandie, à proximité des gigafactories, plutôt que d'en créer, qui sont déjà en friche, je dirais, et ne sont plus utilisables, puisque déjà pollués, plutôt que d'anciens nouveaux sites, qui plus est, en zone sensible. Des études hydrauliques ont-elles été réalisées? On ne parle pas. 700 sites Céveso existent déjà en France. Est-ce que l'attrait financier qui reste à prouver ne l'emporte pas sur la raison? Attendez. En plus, il est dit, des emplois pour qui, pour combien de temps? Exemple parmi tant d'autres, l'usine de batterie Northvolt se sépare de 1600 emplois pour faire face, s'il vous plaît. je vais continuer, au ralentissement de la demande et sans profit déficitaire du vente en usine. Des zones à urbaniser inondables ont été transformées en zones agricoles, il a été oublié, et inversement. Le PLU renforce des marges inconstructibles le long des cours d'eau. Il a été oublié, sauf exceptions, qui sont souvent trop nombreuses, et nous en faisons partie. Équilibre entre espace naturel et espace urbain. Il est dit, c'est dans le rapport, existe-t-il lorsqu'on cloisonne les zones, tout logement, des espaces verts? Pour le bien vivre, le bien-être humain,
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, ne devrions-nous pas faire une mixité afin que les espaces verts soient implantés au sein même des zones d'habitat? Exemple à ne pas suivre, Fontainebleau, Landegrand, et puis à Bordeaux, Bessiers. Environnement, réduction de la consommation d'énergie. Qu'en est-il des mesures prises sur notre commune, par exemple, l'audit des bâtiments communaux n'ayant toujours pas été effectué? Consommation des sols, éviter l'étalement urbain, nous dit-on. L'hyper-urbanisation des villes a eu pour conséquence la diminution de l'offre foncière, entraînant l'explosion du coût du foncier et de ce fait la fuite vers les secteurs hors métropole. Caen-en-Puy en est un exemple. L'amélioration des transports dans les secteurs hors métropole, grâce au RER par exemple, et l'absence de régulation du marché du foncier augmenteront plus encore cette tendance. Économie et commerce, mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville. Or, l'organisation spatiale et territoriale des espaces des activités économiques en périphérie des villes, que l'on voit fleurir de partout, n'est pas sans conséquence sur nos modes de vie, nos déplacements, le lien social, la dynamique des centres-villes, etc. Sans parler de la consommation de terres agricoles naturelles, nous avons l'exemple à proximité, et de la dégradation de l'abandon de certaines zones. Cette politique expansionniste, qui enlaidit aussi les axes routiers et les abords des villes, est alarmante. Mais que faisons-nous pour y remédier? Le PLU est muet. Mobilité. Qu'en est-il pour notre commune? Piste cyclable entre Parampuire et Blanquefort, une fois reportée, c'est l'Arlésienne. Parc à vélo inutilisé, son emplacement est-il judicieux? Transport en commun, trop souvent peu fiable. Un exemple, le 76, ayant eu deux jours de suite, 15 minutes et respectivement 25 Je peux vous minutes. rappeler que c'est l'analyse 2016-2022. Il en est de même pour le train pour lequel les usagers viennent de retard réguliers. Je pense que l'analyse que l'on a faite se perpétuera si on ne fait que l'analyse et qu'on ne prend pas les dispositions nécessaires. Et justement, l'analyse permet d'anticiper, je vais vous dire pourquoi après. C'est pour ça qu'on en fait un petit peu rappel. Comme ça permettra de mieux anticiper. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce PLU? Donc je remarque que, à part le projet M qui n'est pas fait et qui n'est pas sûr à aujourd'hui, vous n'avez pas de remarques sur ce qui s'est fait entre 2016 et 2022. Je pense quand même Vous rappelez que pour le projet M, il y aura une enquête publique, que je pense que certains d'entre vous sont venus aux réunions publiques et peuvent interroger les ingénieurs et autres qui sont là à votre disposition pour répondre aux questions, et qu'il y en aura d'autres. Il y en a eu bientôt à Ambarès, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour vous rappeler quel est l'intérêt quand même de l'analyse de ce résultat, au-delà du fait qu'elle soit obligatoire, est-ce qu'on a le tableau? Voilà, très bien. On a ce tableau, parce qu'une fois que les 28 communes auront rendu l'avis sur la période 2016-2022, le Conseil de Bordeaux Métropole se prononcera sur l'analyse des résultats. Vous le voyez bien sur le tableau. Excusez-moi, mais personne ne voit le tableau en fait. Vous l'avez sous les yeux puisque c'est avec votre dossier. Moi, en ce qui me concerne, oui, mais Je l'explique, le tableau, Madame Chartier. Donc, il y a eu une délibération de Bordeaux Métropole, c'est la première ligne rouge foncée, qui a été le lancement de la procédure d'évaluation et d'autorisation de saisir les communes. La métropole, par courrier, a saisi les communes en début juillet 2024. Il y a la délibération des 28 conseils municipaux avec l'analyse des résultats de l'application du PLU 3.1 sur la période 2016 à 2022, donc entre septembre et octobre. Ensuite, il y aura finalisation de l'analyse qui intégrera l'avis des communes. L'autre rouge foncé, c'est le point 5, ça sera la délibération de Bordeaux Métropole qui consolidera l'analyse des résultats en fonction de ce que chaque conseil municipal aura dit, et sur l'application du PLU avec l'avis des communes. Ça devrait être en décembre 2024. Ensuite, les communes seront encore saisies par la métropole pour avoir la délibération des conseils municipaux sur l'opportunité ou non, en fonction de ces analyses, de faire évoluer le PLU 3.1 au regard de l'analyse réalisée. Ensuite, les 28 communes seront saisies pour se prononcer par délibération sur l'opportunité de faire évoluer le PLU. Et c'est là qu'il sera intéressant de faire des propositions, Madame Lalanne. On ne fait pas des propositions sur quelque chose qui est déjà fait. Eh bien oui, mais vous n'avez pas fait un constat, vous avez parlé du futur.
La délibération ensuite de Bordeaux Métropole viendra sur l'opportunité de faire évoluer le PLU 3.1. Voilà. Donc, je mets cette délibération en voie et vous propose d'émettre un avis favorable sur l'analyse des résultats et l'application du PLU 3.1 transmise par Bordeaux Métropole. Je mets cette délibération en voie. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, je ne sais plus. 6. Je pense que c'est 6, M. Pujan n'est pas là. 6 pour Florent Puravenir. Et 1 pour M. Bernard, qui est pour, avec la majorité. Je vous remercie. La deuxième délibération concerne la mobilisation du dispositif financier de Bordeaux Métropole qui est mis en œuvre dans le cadre du plan d'action en faveur de la production de logements. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous manquons étonnamment de logements sur la métropole. Je vais vous laisser sortir tranquillement. Donc, comme je vous l'ai dit, la priorité numéro 1 des Français, c'est le logement. Donc, Bordeaux Métropole continue sa politique volontariste sur son territoire afin de permettre la production de logements, et en particulier de logements sociaux, en accompagnant les secteurs de projet et les communes volontaires. Ce plan d'action repose sur 3 piliers complémentaires et 10 axes dans lesquels Bordeaux propose de s'engager. En résumé, il s'agit simplement, enfin pas simplement, parce que c'est une belle avancée, d'aider les communes en accompagnant financièrement la réponse aux besoins en équipement et espace public, tout en poursuivant l'effort de solidarité urbaine dans le nouveau périmètre des quartiers politiques de la ville. Ensuite, d'accompagner plus fortement la production de logements locatifs sociaux et de mieux coopérer et identifier les leviers d'action en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux. Concernant Parent-Puire, pour prétendre à cette aide, il faut, nous, en accord avec le PLH, que nous construisions, si je ne dis pas de bêtises, ces 110 logements, dont 69 en logements sociaux, pour avoir 1 500 € par logement, quel qu'il soit. C'est voilà, cette délibération qui est très favorable, que je vous propose de voter à l'unanimité. Madame Lalande. Oui, les projets sont de construction, donc il faut les justifier d'ici décembre 2025. Ça veut dire que, est-ce que vous pourriez nous préciser où se situent ces projets? Alors les projets ne sont pas encore là, puisque c'est les projets qui sont entre septembre 2024 et décembre 2025. Il faut qu'ils soient validés par la métropole dans le cadre du PLH et dans le cadre aussi c'est eux qui comment on appelle ça, au niveau des crédits, c'est eux qui font les garanties des prêts, des emprunts des bailleurs sociaux. Donc, tout ça, ça rentre dans une globalité de la métropole. Donc bien sûr, vous serez au courant au fur et à mesure, notamment ceux qui sont à la commission urbanisme. Je mets donc cette délibération au voie qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. Alors, Jean-François Bric, pour la délibération 3, s'il vous plaît. Avis de la commune sur la création d'une ZFE sur la partie intra-rocade de l'agglo bordelaise au 1er janvier 2025. Oui, souvenez-vous, chers collègues, on avait travaillé sur le plan de protection de l'atmosphère il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. Il déclinait ce plan de protection de l'atmosphère, tout un tas de mesures à prendre justement pour que l'air de la ville soit moins pollué qu'il l'était auparavant. On avait tous émis un avis favorable d'ailleurs à ce plan de protection et l'une des premières actions, on dira, de ce plan prévu, c'est la mise en place d'une ZFE, zone à faible émission. Donc je vais vous lire l'exposé. Le 1er janvier 2025, la zone à faible émission mobilité sur la partie intra-rocade de l'agglomération bordelaise entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Dans ce cadre,
La création de cette Z est inscrite dans l'action 40 du plan climat et aménagement territorial de Bordeaux Métropole, approuvé le 30 septembre 2022. Dans ce cadre, Bordeaux Métropole prévoit la création du ZFE-M interdisant l'accès et la circulation sur le périmètre intra-rocade, rocade exclue, des véhicules dits non classés au sens de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature critère des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans distinction de catégorie. Les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les bureaux motorisés sont donc concernés par cette interdiction. Aucun renforcement progressif des mesures de restriction n'est prévu à ce jour. Une consultation du public préalable à la mise en place de la ZFE sur le territoire de Bordeaux Métropole a été lancée par Bordeaux Métropole. Elle s'est tenue du 21 juin au 30 août 2024 avec la mise à la disposition du public d'un dossier relatif à la création de cette ZFE. Les modalités de cette consultation ont été définies par l'arrêté de Bordeaux Métropole en date du 5 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article L22-13-4.1 du Code général des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole sollicite l'avis des conseils municipaux des communes limitrophes sur le projet d'arrêté portant création de la ZFE. Voilà. Merci, M. Bric. Des questions? Madame Chartier? Le délai est court, puisque c'est en janvier 2025 qu'est censé être mis en place la zone. Comment vont être accompagnées les personnes ne répondant pas aux critères et comment la population va-t-elle être informée? Donc là, je n'ai aucun élément pour vous répondre, en fait. Alors, je vais essayer de compléter. Oui. D'abord, ça concerne très peu de véhicules. Oui. C'est 2,1% du C'est parc métropolitain de véhicules, c'est les véhicules de plus de 30 ans. Donc c'est une obligation légale, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Jean-François, demandée par l'État, mais qui est quand même importante puisque c'est quand même notre santé à tous. On parlait tout à l'heure de développement durable, de faire attention, d'éco, ce que vous voulez, ça en fait partie. Donc la métropole, déjà, met en place des parcs relais. Il y a aussi l'amélioration des transports en commun. Il y a aussi, alors ne me demandez pas longtemps, je ne l'ai pas en tête, une aide financière pour ceux qui veulent changer leur véhicule, qui vient compléter l'aide financière de l'État. Il y a aussi des demandes de dérogation. Il y a des demandes de dérogation aussi, donc il y a un véritable accompagnement. La métropole démarre tout doucement. Et petit à petit, on regardera en fonction du parc automobile et de ce qui va se passer. Voilà. C'est ce que j'ai à peu près répondu à vos questions. Alors c'était plus l'accompagnement, en l'occurrence aussi des parents puriens qui sont potentiellement concernés. Alors effectivement les véhicules sont peu nombreux comme vous l'avez spécifié puisque c'est les véhicules d'avant 97 pour les véhicules essence et avant 2001 pour les véhicules diesel. Vous parlez des parcs relais, effectivement c'est très bien, des transports en commun, encore faut-il accentuer sur la fiabilité comme l'a exposé Madame Lalanne tout à l'heure. Et nous, on ne remet pas en question le projet, c'est juste la formation aux parents puriens, parce qu'en l'occurrence, ils sont et tous les gens de la métropole, parce qu'ils sont obligés d'avoir ce logo-là pour pouvoir circuler. Ils auraient même besoin que tous les habitants de la métropole. Il y a eu quand même une réunion il y a plus d'un an ici. Oui, il y a eu une réunion qui s'est déroulée à l'Artichaut, d'ailleurs. C'est ça. Qui regroupait les habitants de Parampure et de Blanquefort. Oui. Ils étaient très peu nombreux pour assister à la réunion. Mais elle n'a pas débouché la réunion sur des moyens qui étaient avérés pour aider les uns ou les autres, quels que soient les Mais le schéma des mobilités que nous avons voté en 2021, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, permet aussi les transports, vous le savez, à Parampure se sont bien améliorés. La fiabilité, que ce soit la SNCF, c'est pas la métropole qui gère la SNCF, que ce soit à Paris ou n'importe où, en France, et même pour dire en dehors de nos frontières, on a un manque chronique de conducteurs. Mais il n'y a pas que dans ces métiers qui manquent des professionnels. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où il manque des professionnels. Donc, concernant les transports plus particulièrement, TBM a mis avec la métropole en place des opérations de recrutement. Il y a encore le tram de l'emploi là bientôt. Ça va beaucoup mieux, mais ça reste encore fragile. Ça dépend des conducteurs. Nous avons le matériel roulant, mais si nous n'avons pas les conducteurs pour conduire un matériel roulant, ça ne fonctionne pas. Donc ça s'est amélioré. Il y a eu effectivement quelques petits soucis à la rentrée sur la ligne 22,
Mais toujours les rentrées, il faut toujours aussi se caler parce qu'au début, voilà, chacun cherche ses marques, prend ou ne prend pas. Donc il y a des comptages qui sont en route. Mais on a quand même la chance sur Parampuire d'avoir le RER métropolitain, la carte train plus TPM, qui est quand même très très intéressante. Quand vous prenez le RER, vous avez accès à tous les trams de la métropole. Vous avez aussi les flex, le flex gare pour Parampuire qui vous amène de l'arrêt de Parampuire à la gare pour le même prix. Le flex night, vous avez un bus jusqu'à 11h tous les soirs de la semaine, ce qui n'existait pas avant, ça s'arrêtait le vendredi. Et puis j'en oublie encore, enfin voilà, c'est plus les vélos en location longue durée, les vélos électriques. Donc ça se déploie et ça va continuer. Hein, mais ce n'était mis en place qu'avec la nouvelle ESP en septembre 2023. Hein, donc, voilà. Mais il faut aussi que chacun fasse un effort et que chacun pose sa voiture. Et on va y arriver, puisque justement, dans le PLU et les orientations du PADD et autres, c'est aussi ne plus faire de place de stationnement. Moi, je le fais encore sur la commune, mais le PLU, si vous l'avez peut-être lu, celui sur lequel nous venons de donner un avis, avec la modification, dit que les places de stationnement, c'est même pas une par logement, c'est 0,8. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement travailler sur les transports en commun et sur le changement des mentalités. Il faut aussi marcher pour faire cette journée, on peut marcher. Quand on est jeune, valide, on peut marcher. Mais tout ça, ça s'apprend. Il faut du temps. Je reviens quand même au niveau des transports. Vous dites 0,8. Selon la profession que vous exercez, vous êtes obligé d'avoir un ou deux véhicules. Dans certaines familles, selon la profession, vous ne restez pas confiné sur Bordeaux. Donc vous avez besoin d'un véhicule. Alors qu'est-ce qu'on voit? Si on prend la rue de Landebrandt ou ailleurs, c'est-à-dire chacun se gare, et même à Bordeaux, vous voyez, chacun se gare n'importe comment. Donc en bordure de rue, on va des fois de façon très dangereuse. Donc, je pense quand même qu'il faut être réaliste. On ne reste pas tous sur Bordeaux. Il y en a qui sont ici et qui travaillent maintenant ailleurs, à Langon ou ailleurs, et qui prennent le train. Voilà, ils prennent le train. C'est beaucoup plus rapide. Non, ils prennent le train si vous avez un travail fixe. Mais tout le monde n'a pas un travail fixe. Selon les professions, vous ne restez pas confiné dans un bureau. Vous avez des professions qui ne sont pas confinées dans un bureau. Donc, que font-ils ces gens-là pour se garer parce qu'ils ont 0,8% de place, pas de place de parking? Écoutez, comment comment? Ils utilisent aussi les garages, Oui, non, mais il faut. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin de travailler, s'ils font du commercial comme ça, bien sûr qu'ils ont besoin de leur véhicule, mais ce n'est pas la majorité des cas. Hein. Donc il faut qu'on apprenne tous, y compris autour de cette table, à se dire qu'on peut se déplacer différemment. Excusez-moi, vous êtes venue comment, Madame le maire? En voiture. Très bien. En voiture. Mais j'habite à un peu plus de 500 mètres. La mairie est moins loin. Oui, mais je rentre chez moi après, madame. Sauf si vous me ramenez. Avec plaisir, il y a une place sur mon porte-bagages. Ah, mais ça serait drôle, chiche. Chiche. Eh bien oui. Voilà. Allez, je mets cette délibération au voie. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, Madame Sox, c'est le rapport d'activité 2023 de la société éponyme, la déléguée pour notre petit, avec la gestion du multi-accueil. Bonsoir. Donc, tous connaissent l'entreprise éponyme, enfin peut-être pas l'entreprise éponyme, mais tout au moins la crèche Le Petit Prince, qui est gérée par l'entreprise éponyme depuis le 1er janvier 2018. Cette délégation d'une durée de 4 ans a été renouvelée à compter du 11 juillet 2022 jusqu'au 11 juillet 2026. C'est le même prestataire éponyme qui a été retenu en tant que délégataire. Le rapport d'activité 2023 couvre donc 2 exercices avec le même délégataire, de juillet 2023 à décembre. Non, je me trompe là, non. Janvier 2023 à décembre 2023. D'une capacité de 24 places en accueil collectif, donc 22 en accueil régulier, 2 en accueil occasionnel. Le Petit Prince accueille des enfants de familles parenturiennes âgés de 10 semaines jusqu'à 4 ans. La crèche disposait de 6 places en accueil familial jusqu'en juillet 2023,
date à laquelle ces places ont été fermées, faute d'assistante maternelle. Dans le cadre de cette délégation, la société éponyme assure notamment les prestations suivantes: la gestion du personnel dans son ensemble, y compris bien évidemment la rémunération, l'accueil des familles, l'accueil des enfants, la facturation et l'encaissement des participations familiales, l'encaissement des subventions de la caisse de la CAF au titre de la prestation de service unique, le PSU, la fourniture de repas adaptés aux enfants, le contrôle diététique des repas et la réalisation à ses frais des contrôles microbiologiques, le contrôle de l'hygiène et l'application de la méthode de HACCP, l'entretien et le nettoyage des locaux, y compris les extérieurs, l'élaboration d'un projet d'établissement et d'un règlement intérieur conforme aux préconisations de la ville, l'entretien et la maintenance du bâti, matériel immobilier mis à disposition. Alors, je vous passe des petites lignes qui vont avec. La commune conserve pour sa part les missions suivantes: l'achat du mobilier et des équipements nécessaires à la gestion, l'attribution des places, l'entretien des équipements de sécurité et des contrats de vérification périodique des équipements imposés par la réglementation, les travaux de mise aux normes et grosses réparations, et le contrôle du service. Le projet éducatif est basé sur le principe de l'enfant est capable, compétent et curieux, par nature. Il se décline donc sur 5 axes. Ce projet global, riche pour les enfants, s'est appuyé sur des interventions de prestataires, musique, art, médiation animale, par exemple, des sorties et des événements festifs. Des partenariats ont été mis en œuvre avec des services de la ville, notamment l'enfant-jeunesse, la bibliothèque et l'éducation nationale, puisque nous avons créé une passerelle vers la section de la section de maternelle. Les parents qui le souhaitent ont pu trouver de multiples occasions pour participer à la vie de la crèche. Il y a des temps festifs, des cafés, des conseils de crèche, et souvent il y a des questionnaires aussi à leur intention. La crèche est engagée dans une démarche de santé, d'environnement et d'écologie. Pour cela, elle a mis en place un plan d'entretien afin de garantir une homogénéité dans les pratiques de nettoyage. En outre, peu importe la valise, en 2023, la crèche a fait appel à la société Ensemble pour la fourniture des repas dans l'attente des travaux d'agrandissement de l'espace cuisine qui auront lieu en 2024 et bien évidemment, ils ont été faits à ce jour. Le fermier s'est révélé attentif à communiquer régulièrement avec les familles grâce à divers outils de communication interne. L'équipe de base est constituée d'une directrice, de 2 éducatrices de jeunes enfants, d'une auxiliaire de puériculture, de 5 agents de petite enfance, d'une infirmière, de 2 agents de service et d'une référente santé d'accueil inclusif avec une psychologue vacataire. Ce nombre de postes est important, mais il correspond à ce qui avait été mentionné dans le cahier des charges initiales. Un petit point de vigilance est à noter sur le turnover relativement important du personnel. Effectivement, en 2023, on a rencontré des problèmes de recrutement. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont, enfin de jeunes, moins jeunes, mais des professionnels qui sont venus, qui sont repartis. On a eu quand même beaucoup de mal, hein. Il n'y a pas que nous, c'était national, je pense. Donc ça a été une année un petit peu particulière. Et la direction, il y a eu 2 postes de direction quasiment sur la même année. Mais tout est rentré dans l'ordre également. L'accueil familial est en grande difficulté depuis plusieurs années. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y a l'impossibilité de recruter des nouvelles assistantes maternelles, a dû fermer ses portes pendant l'été 2023. Le personnel, il y a un catalogue permanent pour le personnel, un catalogue de formation qui est mis à disposition pour tout le personnel, éducateur comme cuisinier ou directeur. Au total, la crèche accueille 44 enfants. En 2022, il s'agissait de 53 enfants. La baisse est liée bien évidemment à la disparition de la crèche familiale. Si nous avions 6 ou 9, 6 je crois, hein. Et à des difficultés de recrutement qui n'ont pas permis le développement de l'accueil occasionnel. Le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures facturées ont diminué en comparaison avec l'année 2022, essentiellement
en raison de la fermeture de l'accueil familial. Le taux d'occupation a augmenté, 77% en 2023 contre 74% en 2022. Cette augmentation montre que les problèmes de recrutement de l'accueil familial impactaient fortement le taux d'occupation. Toute petite surveillance sur le compte de résultat qui fait apparaître un petit déficit, mais il n'y a aucune inquiétude. Les baisses des charges est constatée en 2023 et les recettes également sont en baisse. Et tout ça, je pense, c'est aussi, résulte de cette année 2023 un petit peu difficile aussi pour le fonctionnement. Le fermier a réalisé des investissements, achat d'une cabane, d'une structure de motricité et de meubles de dîner. Dans nos perspectives, il faut stabiliser l'équipe, favoriser la cohésion et la fidélisation grâce au recrutement d'une directrice expérimentée, retrouver une alimentation saine et goûteuse à la crèche avec plus de 90% de produits bio grâce à un retour à la fabrication de repas sur place. Et bien voilà, je pense que j'en ai. Merci Madame Soc. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Chartier. Alors sur ce bilan, il y avait notamment ce qui nous avait interpellé, c'est le taux d'occupation normal entre guillemets, parce qu'aujourd'hui là on était sur 77% sur cette dernière année, sachant que les années précédentes on était encore en deçà. Et une moyenne classique c'est plutôt du 85-90%. Donc on voulait savoir comment était géré ce taux d'occupation, d'autant que on verra plus tard au niveau du CTG sur vous envisagez de stimuler la relance de l'accueil occasionnel. Donc, qu'en est-il? Il me semble, Madame Sox l'a dit, c'est tout simplement l'accueil familial qui a été fermé puisqu'il n'y a pas eu de recrutement sur ce poste. Il y avait personne. L'idée de l'accueil familial, c'était avoir 3 ou 4 enfants à domicile, mais d'être rattaché quand même au Petit Prince. Et c'est aussi le manque de personnel qui fait que nous n'avons pas pu avoir autant de services que prévu. Donc, effectivement, il y a un manque de fréquentation et c'est pour ça que vous avez ces chiffres-là. Ceci, nous en avons discuté d'ailleurs en commission, vous étiez tout à fait d'accord. Je donne le micro aussi. Pardonnez-moi. Je dis ceci, nous en avons discuté en commission, nous l'avions abordé et effectivement, Madame le maire vient de. Tout à fait, mais les parents pluriens n'ont pas la chance d'être en commission, donc c'est pour partager aussi. Et effectivement, je suis consciente que c'est le problème de l'absentéisme, mais par rapport le calcul en fin de compte du taux de fréquentation, c'est vraiment par rapport au nombre de places réelles, c'est pas par rapport aux absences des C'est à la présence, c'est calculé à la présence. Oui, voilà. Mais ça ne prend pas en compte que, effectivement, j'entends bien que quand il y a un salarié qui est absent, mais on ne va pas le faire venir. S'il y a un enfant qui est absent, mais ça, c'est plutôt arrangeant. C'est la présence du nombre d'enfants et du nombre d'heures par enfant. Je mets cette délibération en voix qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. Et simplement souligner quand même que nous avons la chance d'avoir cette qualité d'accueil pour la petite enfance à Port-en-Puy. Quand nous avons changé de délégataire il y a quelques années, j'estime avoir fait le bon choix encore une fois, puisque franchement, quand on voit tout ce qui se passe, nous sommes contents à Port-en-Puy. Il faudra remercier le personnel du multi-accueil de cette qualité de service. Délibération suivante, c'est le rapport d'activité du SIVOM, là aussi 2022-2023. Écoutez, moi je ne vais pas vous lire tout le document, je pense que vous l'avez lu attentivement. Vous dire simplement que les chiffres de fréquentation sont stables, qu'il y a quand même, on le note, moins d'enfants qui sont dans certaines communes scolarisés, que les résultats ont été impactés par le nombre de jours de grève sur cette période-là. Donc effectivement, le chiffre d'affaires diminue. Et en plus, au-delà du chiffre d'affaires qui diminue, il y a du gaspillage et on jette parce que c'est pas forcément assez prévu à l'avance. La loi ne le permet pas, mais c'est dommage parce qu'il y a des repas qui sont commandés. Et heureusement que le CIVOM travaille avec des associations d'aide aux plus en difficulté
et qui ont essayé de donner ces repas-là pour pas qu'ils soient jetés. Mais ça fonctionne de mieux en mieux, y compris sur cette année. Donc, ramener ça un peu en cuir. En 2021-2022, il y avait 156 443 repas. C'est 14,94% du nombre de repas. Et en 22-23, nous sommes à 156 216 repas. Nous sommes montés, je vais y arriver. C'est 15,08% du repas. Savoir qu'en temps scolaire, le Sivom sert à peu près 6 000 repas jour. Pour vous dire de plus, les impayés, il y a un travail qui a été fait sur les impayés. Normalement, les impayés sont à la charge du délégataire. Mais on se rend compte qu'il y a des impayés de personnes un petit peu étourdies qui oublient de payer. Je dis bien étourdies, c'est pas forcément celles qui n'ont pas de moyens, parce qu'on se rend compte là aussi que celles qui ont peu de moyens règlent leurs factures très régulièrement, beaucoup plus que certaines autres. Et après, il y a quelques personnes, effectivement, qui ont décidé qu'elles ne paieraient pas, mais ça c'est très 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 peu, et c'est encore un autre débat. Donc voilà, dire que les enquêtes de qualité, les usagers sont contents, les enquêtes de satisfaction, les usagers sont contents, en grande moyenne à 80%. Donc il y a 2 types d'enquêtes qui sont réalisées, celles qui sont faites directement dans les écoles auprès des usagers, qui n'ont pas forcément les enfants le même avis que les parents qui ne déjeunent pas avec eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces deux types d'enquêtes. La satisfaction sur l'ensemble des communes du Sivan est à 80%. Voilà les grandes lignes. Donc je vous demande de prendre acte qu'il y a eu le rapport annuel d'activité du Sivan qui a été présenté pour la société ensemble pour l'année 22-23. Vous avez des questions, Madame Chartier? Alors, nous avons remarqué que la part des tiers augmente fortement. Elle passe de 22 à 30% sur l'ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne ou c'est comme par exemple nous pour Éponyme qui du coup passe par exceptionnellement sur le Sivan, ou bien c'est quelque chose qui va continuer dans la durée? Et pour revenir par rapport aux impayés, effectivement, on a vu lors de la réunion que ça augmentait fortement. Effectivement, il y a des gens indélicats, il y en a aussi en difficulté. La question est, quel accompagnement faisons-nous pour les personnes en difficulté? Est-ce qu'elles sont orientées vers le CCAS? Est-ce qu'il y a un suivi de ces familles? Notamment, il y avait une facture qui était de près de 10 000 euros, ce qui paraît quand même relativement important. Alors, les repas de tiers, c'est notamment c'est autorisé par délibération du Sivan. Et c'est une ville pas très loin d'ici actuellement qui est en train de refaire sa cuisine. Mais c'est quand même intéressant pour le Sivan, tant qu'on a la possibilité d'absorber. Donc la redevance est quand même supérieure à ce que paie l'usager du Sivan qui est membre du Sivan. Concernant les impayés, effectivement, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes en difficulté. Et ces personnes qui sont vraiment en difficulté n'osent pas le dire, et c'est à nous d'aller les chercher. Effectivement, nous y travaillons avec le CCAS pour voir comment on peut les accompagner au mieux, si c'est en recherche d'emploi, si c'est ponctuellement les aider financièrement en payant une facture d'électricité ou de restauration scolaire. Nous faisons comme ça. Mais toutes les familles ne veulent pas être aidées, il faut le savoir quand même. Ne veulent pas. Après la grosse facture, c'est un petit peu un cas à part. Donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Je mets donc cette délibération en voix qui est pour. Unanimité, je remercie. C'est pour moi, avec la délibération numéro 6, avec la CTG, qui est la Convention territoriale globale. Donc, je pense que c'est un document intéressant que vous avez dû lire avec satisfaction quand vous avez vu les fiches actions qui sont proposées, sur lesquelles nous avons travaillé avec le cabinet conseil et puis après l'audit qui avait été fait. Dire que c'est aussi ce qui permet d'avoir des financements de la CAF. C'est pour ça que nous l'avons fait aussi, mais pas uniquement. Et voilà, donc c'est intéressant pour le soutien en pratique des activités de loisirs et d'éveil, pour l'accompagnement à la parentalité, pour le quotidien. Pour vous dire qu'on ouvre là l'EP, je pense que vous le savez, au 1er janvier. C'est encore quelque chose de nouveau sur la commune. L'affirmation, pardon, un lieu d'accueil des enfants parents, oui.
Ah oui, pardon, oui. C'est vrai que j'ai habitué les acronymes. L'affirmation de la place des jeunes sur la commune et la prévention des situations de fragilité sociale. Voilà les grands axes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Madame Chartier. Alors effectivement, sur le document, il est précisé que ça a été examiné en commission vie scolaire et jeunesse. J'ai eu la chance d'être invitée. Ce document, on ne l'a jamais eu. On ne l'a pas du tout eu en commission. Vous aviez même vos élus se sont posés des questions de comment les points ont été déterminés. Donc bon, après moi je comprends, la CAF, ça nous aide, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'était bizarre d'assister à ce débat. Quelques questions par rapport aux différentes fiches. Vous avez parlé effectivement que ça avait été travaillé en cabinet conseil, donc au moins j'ai une réponse. Vous parlez de kiosque et de maraude, comment ça va se passer, quand et avec qui? Vous parlez de relocalisation du CCAS, où, quand, avec quels moyens? Une communication interservices, comme notamment pour l'accumulation des impayés, ce serait pour le travailler en plus en profondeur. Il y a une petite phrase aussi qui m'a interpellée. Une part des enfants paraissent moins se saisir des possibilités de loisirs proposées. Comment cela a-t-il été établi? Vous comptez recenser les tarifs pratiqués par les associations pour apprécier le taux d'effort des familles, pour exploiter ces données et de quelle façon? Et enfin, vous venez d'en parler de l'accueil parents-enfants en 2025, où, quand et encore avec quel budget? Alors certes, il y a le budget 2025, mais au vu des différents investissements déjà prêts, nous posons des questions. Enfin, la mobilité douce et la piste cyclable, vous y avez répondu. Merci. Je vous en prie. Alors, le kiosque, Madame Valéjo, vous allez peut-être nous en parler. Oui, ça fait partie du projet que nous avons pour les 18-25 ans. Donc, on a prévu de voir avec eux ce qu'ils aimeraient, en particulier ce qui était le plus facile pour eux, c'était un kiosque, où on avait prévu avec Marc Verdier de leur proposer 3 endroits dans la commune. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment bien établi quels endroits il y aura, mais il y aurait un kiosque réellement, avec possibilité de brancher les portables, les ordinateurs et tout ça, parce que c'est ça surtout qui les intéresse, quoi, hein, les 18-25 ans. Voilà. Il y aurait 3 lieux différents dans la commune. On voit avec eux ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par kiosque? C'est un abri? C'est quelque chose? Un kiosque réellement, un truc rond, comme les kiosques à musique. Voilà, avec couvert et tout. Voilà. Il y aurait ça, et il y aurait un autre du côté d'ici, là, on s'appelle la Plaine des Sports, qui serait peut-être pas couvert, celui-là. Voilà. Et pour l'instant, c'est que des projets. Alors, pour répondre aux autres questions, le CCAS, il y a eu un gros travail qui a été effectué par les membres du CCAS et par les services, et monsieur le directeur des services techniques. Il a d'abord fallu définir les besoins, ce qui est toujours pas c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple de définir le besoin. On se projette dans un lieu, en général, on a du mal à définir le besoin. Donc ça a été fait, et normalement, il devrait être, je travaille au secret ou pas, ce studio? Normalement, Brigitte, je dois, il devrait être relocalisé à l'Athénée d'ici la fin 2025, puisqu'il y a quand même besoin de travaux pour améliorer l'accueil du public, bien sûr, et puis du personnel qui va y travailler. Comment? Et est-ce qu'on passera le reloger? Merci, oui, c'est bien de me le dire, parce que je l'oublie, mais c'est prévu, oui, puisqu'avec le nouveau collège, nous allons avoir des salles, etc. Donc c'est prévu. On n'oublie jamais personne. Concernant les données, effectivement, et puis les fréquentations, pour les activités, on se rend compte, et c'est un vrai problème, et là aussi le CCAS y travaille, que c'est les enfants des personnes qui ont le moins de moyens financiers qui ne participent pas aux activités, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce que les tarifs sont très peu chers en fonction du quotient familial, mais parce qu'ils ne sont pas forcément acculturés à ce genre de pratique. D'où l'intérêt de ce que nous mettons en place avec les jeunes dans les écoles, avec l'école d'art et tout ça. Voilà.
nous essayons d'aller les chercher. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Alors, une part des enfants paraissent moins saisir des possibilités, c'est votre réponse, d'accord. Et pourquoi recenser les tarifs pratiqués? C'est pareil, c'est pour accompagner les enfants. L'idée, c'est d'accompagner les enfants qui prennent, ou les adultes peut-être, qui prennent une adhésion dans un club sportif ou non sportif. De voir comment on peut les accompagner mieux qu'aujourd'hui. D'accord, bon, sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez déjà fait de toute façon. Mais c'est très bien, hein, c'est pas... C'est sur ce projet de Mais là, c'est acquis. D'accord, très bien. Et donc, l'ouverture et les financements de tous ces beaux projets? Alors, l'AFP pris en charge directement par la CAF, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la CTG nous permet d'avoir un bonus territoire à hauteur de 156 000 €, ou 184 pour être précise. Nous avons toujours la PSO qui est là pour 400 000 € à peu près par an. Et au cas par cas après, la CAF subventionnera d'autres activités ou d'autres projets. Je mets donc cette délibération en voie qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Alors, Madame Guibaud, s'il vous plaît, pour 2 subventions, on va les lier si vous voulez bien. La délibération 7 et la délibération 8, une pour l'association CAVP Volley et l'autre pour le Téléthon. Oui. L'association du volley a créé une section enfants, voire même baby, au sein de leur association, et ils font ça le samedi matin. Ils ont eu le premier créneau, ils ont eu énormément de monde, et donc ils ont été obligés d'investir dans des ballons spéciaux, puisque pour les petits, ils ne peuvent pas jouer avec les mêmes ballons que les adultes. Ils ont investi 336,80 €, et donc ils nous demandent une aide, chose que je vous propose ce soir, puisque c'est quand même une association qui a longtemps été conventionnée chez nous, mais sur la touche, et devait aller chercher des salles de sport ailleurs. Et on a réussi en 2021 à leur trouver un créneau, un seul malheureux créneau. Après, on a réussi un peu plus. Et là, on a enfin débloqué un créneau pour les enfants. Voilà. Donc, on vous demande si vous acceptez une subvention de 350 €. Je l'ouvre tout de suite. L'autre, c'est le Téléthon. Comme chaque année, le Téléthon fait appel aux communes pour les aider pour leur action de proximité quotidienne engagée, et donc ils demandent 250 €. Merci. Des questions, Madame Lalanne? Oui, concernant le Téléthon, nous aurions aimé que cette subvention qui plafonne depuis quelque temps déjà à 250 € soit remontée à 300 €, parce que je crois que cette association ne peut pas compter que sur la générosité du public, et qu'elle finance notamment un laboratoire dédié à la thérapie cellulaire. Et je pense qu'elle a besoin quand même de dons qui viennent un petit peu de localités, de collectivités. Oui, c'est bien ça le problème, Madame Lalanne, vous avez raison. Vu le désengagement de l'État sur les questions notamment de santé, ça devient très compliqué. Si tout le monde est d'accord. On est d'accord? Merci pour eux, Madame Lalanne. Donc je mets ces 2 délibérations en voie avec une participation de 300 €, si j'ai bien compris, pour le Téléthon. Je mets ces 2 délibérations en voie. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Dervieux, s'il vous plaît, pour la prime de fin d'année des agents contractuels. Bonsoir à tous. Là, j'allais dire traditionnelle prime exceptionnelle de fin d'année pour le personnel contractuel, avec une modification importante que nous avions apportée l'année dernière et qui est reconduite cette année, c'est la non-condition d'ancienneté de 6 mois et la non-condition de durée de temps de travail pour tous les agents, la même prime qui est proposée, d'un montant de 250 €. La seule condition à remplir, c'était d'être présent dans les services de la commune à la date d'aujourd'hui, au 30 septembre 2024. Des questions, Madame Lalanne? Oui, une observation concernant cette prime. Je sais que ça se pose dans les entreprises. Cette prime, elle est d'un montant fixe, elle est versée depuis plus de 3 ans consécutifs, je crois.
est-ce qu'elle ne devient pas une prime d'usage et de ce fait n'est-elle pas considérée comme acquise définitivement? C'est bien pour cette raison que chaque année, je précise bien que c'est une prime exceptionnelle. Et exceptionnelle à un moment donné, donc dans une entreprise, quand vous mettez prime exceptionnelle, vous êtes contrôlé, on vous dit bien que c'est plus exceptionnel puisque c'est 3 ans de consécutif. On vous demande de la passer directement en prime acquise. Alors, C'est pour ça que c'est pas exactement la même prime, puisque nous l'avons modifiée l'année dernière, donc c'est pas exactement la même prime, et c'est bien pour cette raison que j'insistais chaque fois pour préciser que c'est une prime exceptionnelle qui est soumise au vote du conseil municipal chaque année depuis 2008, et c'est bien parce que le conseil municipal vote une prime exceptionnelle que ça reste une prime exceptionnelle et pas une prime acquise. Ça le deviendra peut-être en s'il y a une modification de la jurisprudence, mais ce n'est pas la même jurisprudence pour les collectivités et pour les entreprises. Merci. Je mets cette délibération en voix qui est pour. Unanimité, merci pour eux. Délibération suivante, c'est mandat spécial du Conseil pour participer au congrès des maires. Donc, je pense qu'il y avait les noms dans la délibération. Donc, c'est simplement pour oui, non, mais je me demandais s'il n'y avait que moi qui avais la feuille. Voilà. Donc, vous avez les noms sous les. Voilà. Je propose au conseil municipal d'aller au congrès des maires en 2024, en novembre 2024. Je mets cette délibération en voix. Oui, Madame Amara. Bonsoir. Comme l'année précédente, on aimerait, par souci d'équité, que vous acceptiez de prendre Marie-Lisa Chartier à cette convention, s'il vous plaît. Pas pour cette année. Et du coup, on aimerait aussi savoir, un peu comme l'année dernière, quel est le coût de cette Et on vous donnera le coût. Là, j'ai pas les billets de train, j'ai pas tout ça. Là, je ne peux pas vous donner. On vous le donnera, bien sûr. Madame Chartier. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire suite, là je pose la question en amont, du coup vous pourrez mieux préparer, nous faire un compte-rendu plus exhaustif de la dernière fois, plus constructif surtout, parce que la dernière fois vous nous aviez fait une liste à l'après-vert, sachant qu'aujourd'hui le programme est très très riche, vous avez la mise en œuvre de ZAN, la gestion de l'eau, les finances intercommunales, les assurances des collectivités, faire participer les habitants, et je trouve que ce point est très très important. Rétablir un service ferroviaire, la police municipale, l'adéquation climatique, et là je ne parle que des points qui m'ont interpellée et intéressée. Donc est-ce que vous pourrez nous faire un bilan suite à ce déplacement et nous donner en quoi ça nous a enrichi? Merci. On fera un petit compte rendu, effectivement. Faire participer la population, c'est un vrai sujet. Moi, je n'ai pas de solution aujourd'hui, peut-être qu'on en trouvera une là-bas. Aujourd'hui, ne participent aux réunions publiques que ceux qui sont contre. Donc c'est un vrai, si vous trouvez la solution, moi je ne l'ai pas. On le voit bien, quand nous faisons des réunions publiques, ne participent que ceux qui sont contre. Les quelques 3 ou 4 qui viennent s'informer n'osent pas parler parce que les autres font tellement de bruit qu'ils n'osent pas, ils ne sont pas habitués à prendre la parole. Donc ça, c'est un vrai souci. Voilà. Et pas qu'à Parapluie, hein, là aussi, c'est général. Donc bien sûr, nous ferons un rapport circonstancié de ce que nous avons vécu à Paris, dans toutes ces réunions, ces ateliers et autres, puisque nous allons nous répartir pour faire tout ça. Je mets cette délibération en voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 6 abstentions. Je vous remercie. Décidément, la délibération 11, nous allons dénommer le plateau sportif qui est rue de Ségur, parce que le plateau sportif. Donc, comme vous avez pu le lire, hein, on propose Alice Lilia. C'est un beau symbole, je trouve, par les temps qui courent, de Jeux olympiques, de femmes qui sont un petit peu mises à l'index de beaucoup de choses. Et ça fait partie de ces femmes qui ont été cofondatrices et présidentes de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Elle est reconnue comme une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international et elle est à l'origine des premiers Jeux olympiques féminins. Donc ça me paraissait très pertinent
d'applaudir ce plateau Alice Mia, même si elle ne fait pas l'athlétisme. Mais le symbole est tout autre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets cette délibération en voix qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Et la dernière délibération, qui est l'avis de la commune concernant le rapport de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la GEDO, mission relative au devenir de la piste 1129 de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors, dit ça en français plus simple, c'est la piste 50 de l'aéroport que certains voudraient voir fermer, qui actuellement absorbe 15% du trafic, ce qui permet de répartir un peu sur l'ensemble de la population le trafic. Et cette commission, ce rapport d'inspection générale est d'accord pour garder cette piste 50 ouverte. Bien sûr, comme d'habitude, chacun ne veut pas des nuisances, mais il veut bien chez les autres. Donc là, l'idée, c'est de répartir les nuisances, pas toujours chez les mêmes, parce qu'un avion qui atterrit ou qui décolle, je vous assure, ça fait du bruit. Donc c'est simplement ça, garder cette piste, pour que les 100% des vols ne soient pas sur les mêmes têtes des mêmes personnes, mais qu'il y en ait un petit peu pour d'autres personnes. C'est juste ça, c'est apporter ce soutien-là, en sachant que les avions passent un petit peu sur Parampure quand même, Blanquefort, enfin vous connaissez le couloir. Vous savez qu'il y a l'antenne qui est venue là-bas, le radar, pardon, pas l'antenne, le radar qui est venu là-bas. Donc voilà, je pense que c'est un vote de solidarité pour nos villes voisines. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Chartier. J'avais une question par rapport justement à ces vols d'avions. Voilà, mais je préférais les oiseaux, effectivement. Par rapport notamment, alors je vais revenir sur le projet M, mais n'y a-t-il pas des contraintes justement s'il y a trop d'avions qui passent au-dessus pour des risques au-dessus d'une usine Céveso? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Et s'ils passent au-dessus de la station essence à centre-ville? Alors la station essence, effectivement, aussi, on peut dans ce cas-là arrêter les avions. Vous savez, en réunion, il y a des personnes qui ont demandé si une météorite tombe sur l'entreprise M. Si elle est toute petite, peut-être, mais je ne sais pas où elle va tomber et les dégâts. Donc on peut tout supposer. Hein, mais l'avion, là, on va souhaiter qu'il. Mais vous savez, c'est quand même le mode de transport le plus fiable qui existe pour l'instant. Je mets donc cette délibération en voix qui est, pardon. Juste pour que ce soit bien clair dans la délibération, on demande la confirmation de la volonté de défendre le maintien de la piste secondaire et la répartition des nuisances actuelles. Je propose qu'on indique plutôt confirme sa volonté à défendre le maintien de la piste séquente, puisqu'il est question de faire une piste secondaire aussi. Le long de la piste principale et qu'on se mette. C'est la délibération qui est identique pour toutes les villes. Parce qu'on ne se méprenne pas. Qu'on ne se méprenne pas sur notre volonté, c'est bien la piste séquente dont on veut le maintien. On va modifier si tout le monde en est d'accord. Tout le monde en est d'accord? Oui. Donc je mets cette délibération en voix sous réserve de la modification apportée par Benjamin Dervieux. Unanimité, je vous remercie et vous souhaite une très belle soirée en vous disant que il faut absolument que vous veniez à Vive la Différence le 30 novembre. Monsieur Marc Verdier va vous en toucher 2 mots. Donc le CCS organise, je dirais, pendant 1 mois et demi, en gros, il va y avoir une action, c'est Vive la Différence. Donc c'est faire participer les enfants à du handisport, les adultes aussi, etc. Et le 30 novembre sera la journée, je dirais, qui va clôturer toutes ces actions. La première action, c'est le 19 octobre, si mes souvenirs sont bons. Il va y avoir plusieurs matchs de foot sourd, ici dans le G1. Donc là, on va lancer donc, ce jour-là. Les écoles participent, il y a plusieurs associations aussi qui participent. On espère avoir des médaillés olympiques, des champions, médaillés olympiques. Mais tout ça, c'est en cours parce qu'il y a des nouveaux médaillés olympiques qui ne sont pas loin d'ici, donc on essaye de les contacter, etc. Maintenant, il ne faudrait pas que, comme certains que j'ai connus, prennent la grossette et qu'ils vous demandent 3 000 € pour venir. Parce que ça, je l'ai connu. Mais c'était en France à l'époque. Donc, voilà,
Et donc en fait, pour parler, on passe par sport pour tous, pour rien vous cacher. Voilà. Et ça sera une grosse et une belle journée. Et ça sera où? Ça sera ici, sur la plaine des sports. On espère même des démonstrations de 10h à 17h, merci. On espère avoir aussi des démonstrations donc, de foot, basket, foot, de cécile foot, etc. Mais tout ça, c'est encore dans... Voilà, il y aura de la Zumba aussi en fauteuil, etc. Et on fera participer aussi les voilà, il y a les handicapés invisibles, enfin, etc. C'est vraiment une film à différence et ça sera une journée, je pense, exceptionnelle. Il y a le handicap visible et l'invisible. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour cette implication de tous, des enfants, des scolaires, c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Voilà. Ouais. Allez, très bonne soirée à tous. Merci.